Marie est coiffeuse de profession. C'est à l'âge de 12 ans qu'elle commence son apprentissage auprès de sa tante. Après plusieurs années d'apprentissage, Marie travaille pour une dame dans la commune de Cocody. Je suis allée à l'école, mais ça n'a pas trop marché. Il y avait une tante qui est coiffeuse. C'est de là-bas que je suis partie apprendre la coiffure. Je vais aller un jour pour aller me former, faire une formation de coiffure. Comme Marie, de nombreuses jeunes coiffeuses ont encore du mal à s'insérer dans le tissu social ou s'installer à leur propre compte, faute de moyens financiers. Pour leur venir en aide, l'Organisation ivoirienne de la coiffure et de l'esthétique a organisé une conférence publique. Au menu, l'encadrement des acteurs du métier de la coiffure et de l'esthétique pour une amélioration de leurs conditions de travail. Nous cherchons à quitter l'informel pour pouvoir avoir ce qu'il nous faut pour devenir les professionnels de la coiffure. Nous continuons de chercher des bailleurs de fonds pour nous aider à pouvoir faire l'installation de ceux qui apprennent et aussi encourager nos frères qui ne sont pas du métier, qu'ils viennent au métier de la coiffure. Plusieurs associations du secteur de la coiffure et de l'esthétique des pays de la sous-région ont été conviées à cette conférence publique en vue d'échanger et de partager leurs expériences. Au Mali, les enfants, on les amène dans les salons de coiffure pour apprendre la coiffure, mais on a vu certaines réalités que les patrons ou le patron ne veut pas que ces enfants-là connaissent le travail un peu plus vite. On les exploite. Maintenant, l'État a jugé nécessaire de prendre ces enfants-là. Ils sont toujours dans les salons de coiffure, mais ils viennent au centre qu'une seule à 2 fois dans la semaine, ce qu'ils ne trouvent pas dans les salons pour qu'à l'école de coiffure, on puisse les montrer. Le secteur de la coiffure et de l'esthétique est pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire. Plus de 15 000 jeunes filles et garçons exercent aujourd'hui dans ce corps de métier. Pilosité soignée, crinière impeccable, au Pakistan, les hommes aussi prennent soin d'eux. Ce salon de beauté d'Islamabad leur propose massage, épilation et pédicure. Je pense que les hommes ont tout autant le droit d'être beaux, d'être soignés. Les temps ont changé, il ne s'agit plus seulement d'être coiffé. La tendance est récente dans le pays très conservateur. Dans les zones rurales, ce sont les règles islamiques qui régissent la longueur des barbes. Mais dans les grandes villes, les réseaux sociaux ont changé le rapport à sa propre image. Je viens ici toutes les 2 à 3 semaines tout au plus. Mais je fais toujours en sorte de venir me faire une manucure, une coupe, un soin du visage, c'est tout. Une bonne nouvelle pour l'industrie des produits de beauté. Cette chaîne de pharmacie pakistanaise a vu ses ventes de cosmétiques multipliées par 1000 les 20 dernières années. Et selon le PDG, le marché des produits pour hommes suit la tendance. Je pense qu'une révolution est en marche dans les psychés des hommes au Pakistan. Ils font beaucoup plus attention à leur physique, leur peau, leurs cheveux, leur style vestimentaire. C'est une grande révolution. Une révolution rendue possible par l'expansion rapide de la classe moyenne pakistanaise, car ces soins ont un prix. Les séances ici coûtent en moyenne 10 €, soit 7 fois plus qu'une visite chez un coiffeur traditionnel. Mais ces Pakistanais urbains sont prêts à débourser davantage pour un look au poil. Tous les matins, Diane se rend au marché de N'Djamena pour faire les courses. Mais depuis quelques mois, elle revient avec moins de provisions. La raison, la baisse de son salaire de sage-femme. En 2 ans, elle a perdu un tiers de ses revenus. On n'arrive pas à manger 3 fois par jour comme avant. On mange seulement 1 fois. Le matin, on prend le thé simple avec 4 beignets. C'est pas comme avant où les enfants prenaient le lait, le chocolaté, le pain, il n'y en a pas. Donc, c'est pas facile de joindre les 2 bouts. À la baisse des salaires s'ajoute l'inflation. Sur le marché, les prix de certains produits ont doublé. Les choses deviennent de plus en plus chères au marché.
Parce que les marchandises arrivées au niveau des douanes, les douanes taxent beaucoup. Les taxes augmentent chaque année. Donc c'est ça qui fait que les choses sont augmentées au marché. Depuis fin janvier, une grogne sociale traverse le pays. Une grève générale paralyse le secteur public, bloquant les hôpitaux et les écoles pour dénoncer la politique d'austérité du gouvernement. Pour le mari de Diane, la grève démontre le malaise du pays. Dans un pays où la justice est paralysée, la santé, le secteur de la santé est paralysé, le secteur de l'éducation est paralysé, mais je crois qu'il n'y a plus de vie dans ce pays-là. Le Tchad, dont 70% des recettes proviennent du pétrole, a vu son économie plonger depuis la chute du prix du baril en 2015. Le salaire des fonctionnaires absorbe 80% du budget de l'État. Pour continuer à les payer, le gouvernement a emprunté près de 2 milliards d'euros auprès des banques. Tenzin Gyatso a vu le jour dans une famille paysanne le 6 juillet 1935 dans un petit village du nord-est du Tibet. Selon la doctrine bouddhiste tibétaine, chaque être se réincarne après sa mort. C'est ainsi qu'au décès du Dalai Lama, le clergé bouddhiste entreprend des recherches afin de retrouver celui ou celle qui en serait la réincarnation. À l'âge de 3 ans, Tenzin Gyatso est reconnu grâce à une série de signes, comme la réincarnation de ses 13 prédécesseurs. Le 22 février 1940, il est intronisé Dalai Lama à Lhasa, la capitale du Tibet. Il a alors 5 ans. Tenzin Gyatso est maintenant Dalai Lama, mais il lui reste beaucoup à faire avant de pouvoir prendre la direction des affaires de l'État. À l'âge de 6 ans, il devient moine et entreprend l'éducation religieuse et académique qui va le préparer aux tâches qui l'attendent. Il poursuit de hautes études théologiques et philosophiques et obtient avec succès un doctorat en études bouddhiques en 1959. Il accède du même coup au titre de Jesse Larampa, le rang universitaire le plus élevé. En 1950, les visées expansionnistes de la Chine communiste, qui a perdu le Tibet au profit des Britanniques en 1917, se font de plus en plus fortes sur le territoire. La même année, plus de 80 000 soldats de l'armée chinoise envahissent le Tibet. Le 7 novembre, les Tibétains demandent que les pleins pouvoirs du pays soient remis au jeune Dalai Lama, alors âgé de 15 ans. Désireux de préserver la paix et de protéger son peuple face à un envahisseur aussi puissant, le jeune Tenzin Gyatso se montre ouvert et déploie de nombreux efforts pour maintenir le dialogue avec Pékin. Le Dalai Lama rencontrera même Mao Zedong en 1954 pour tenter de trouver une issue pacifique à l'occupation de son pays par les Chinois. En vain. En mars 1959, des milliers de Tibétains se rassemblent dans la capitale pour réclamer le départ de l'envahisseur chinois et démontrer leur allégeance au gouvernement tibétain du Dalai Lama. Mais les Chinois ne tolèrent aucune manifestation nationaliste de ce genre. Pour briser la résistance tibétaine, ils se préparent à attaquer les manifestants et à bombarder la ville. Craignant un bain de sang, le Dalai Lama quitte à regret la capitale dans l'espoir de désamorcer la situation. Mais rien n'y fit. Les Chinois répriment violemment les manifestations des Tibétains rassemblés dans la capitale. Devant cette montée de violence, le Dalai Lama quitte le Tibet et trouve asile en Inde. Il s'installe dans la ville de Dharamsala, où il érige le siège du gouvernement tibétain en exil. Même s'il a reçu le prix Nobel de la paix en 1989, ses efforts auprès de la Chine ont été infructueux. En 2011, Tenzin Gyatso renonce à son titre de chef de gouvernement en exil afin d'occuper son rôle de chef spirituel à temps plein. Le flambeau politique est relayé à un nouveau chef élu, Lobsang Sangye, un juriste de 43 ans qui fait le vœu de libérer son peuple du colonialisme chinois. Le Dalai Lama évoque parfois sa retraite, même si la date reste indéterminée. Il a déjà parlé de choisir lui-même le prochain Dalai Lama ou même de l'élire démocratiquement. Sa succession risque toutefois de se produire sous haute tension avec la Chine, Pékin ayant déjà déclaré le prochain Dalai Lama illégal.